Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour cette table ronde animée par la chaire Bali. Je suis Valentina Nardi, responsable de la chaire Bali, et ce matin, je suis accompagnée de Panchika Hospital, experte en circularité textile à la chaire Bali et docteur en traçabilité. Gauthier Vedec, responsable recherche et innovation chez les groupes ERAM, ainsi que Patrick Bourg, directeur des opérations chez Bellara. La chaire Bali, pour vous présenter notre projet en quelques mots, on est une recherche industrielle de recherche et d'enseignement portée par l'Estia, une école d'ingénieurs basée au Pays Basque en France, et on est accompagné de nos partenaires industriels. Donc, je les ai mentionnés avec nous. On a Bellara ainsi que les groupes ERAM. On a également les soutiens des Decathlon, les CETIA, GBTEX, Petit Bateau, ainsi que notre partenaire académique S-Mode, une école de mode présente en France et à l'international, et on compte également avec les soutiens de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vous ai dit que la chaire Bali était un programme de recherche et d'enseignement, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie de nos activités consacrée à la recherche appliquée en soutien de nos entreprises partenaires, et une partie enseignement où on va sensibiliser nos étudiants ingénieurs et designers aux enjeux de la mode circulaire. Nos travaux s'organisent depuis 2007 et depuis surtout 2023 autour de la traçabilité, l'éco-conception et les process de tri du futur. Et aujourd'hui, on va partager avec vous une question qui est essentielle pour nous, qui est celle des relations fournisseurs et comment on peut embarquer les fournisseurs dans les démarches de traçabilité pour à la fois répondre aux attentes réglementaires, être en conformité, répondre aussi aux attentes de certains des consommateurs, mais aussi comment ça peut être un outil de performance pour les entreprises. C'est les questions que l'on va aborder aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je vous ai parlé des conformités réglementaires. Vous les retrouvez aussi dans l'intitulé de notre table ronde. Et j'aimerais du coup revenir là-dessus avec notre experte circularité, Panchika. Quelles sont, selon toi, les réglementations en vigueur qui ont des impacts et des conséquences sur la traçabilité aujourd'hui en France et en Europe ? Alors, depuis ces dernières années, notamment depuis l'implémentation de l'article 13 de la loi AGEC, en janvier 2023, il y a une intensification des demandes réglementaires et des informations de traçabilité, notamment liées aux produits, mais aussi des demandes pour la traçabilité des entreprises avec davantage de reporting. Donc, comme je le disais, donc, il y a principalement l'article 13 de la loi AGEC. On a aussi les obligations de responsabilité élargie du producteur, donc la REP textile qui, en France, est représentée par Refashion, qui exige davantage d'infos. On a aussi, ça c'est une grande nouveauté, à partir du 1er octobre, sur une base volontaire, l'affichage environnemental, qui va exiger davantage d'infos, là, plus précisément sur le produit, encore plus précisément que la loi AGEC, notamment avec des informations sur la composition et les lieux de fabrication. Et aussi, au niveau européen, on va avoir des obligations plutôt de reporting avec le devoir de vigilance, le CS3D, qui est en France déjà depuis le 2017, mais qui est légèrement différent pour le niveau européen. Et la CSRD, qui a fait beaucoup parler d'elle l'année dernière, avec une obligation de reporting extra-financé, qui est cette fois-ci plus standardisée que ce qui était demandé précédemment, et qui exige de collecter beaucoup de données. Je vais revenir un peu plus tard sur vraiment les données qui sont à collecter dans ce cadre-là, mais toutes ces données vont dans un sens vers davantage de données pour améliorer la circularité des produits. Et dans le cadre donc européen du pacte vert pour l'Europe, il y a donc l'ESPR, donc le nouveau règlement sur l'éco-conception des produits durables, qui va exiger encore davantage des entreprises, notamment du textile, tous les secteurs, mais encore du textile. Et quand je dis textile, je pense à mon camarade d'à côté, textile et chaussures. Voilà, pour ne pas les oublier, puisque c'est quand même les mêmes filières et les mêmes problématiques. Donc avec le SPR, donc on va avoir davantage d'éco-conception qui vont être exigées, qui vont être mieux normées. Et pour la suite, donc à partir de 2027, on devrait avoir ce qu'on appelle
le passeport numérique des produits, le DPP, qui va exiger encore davantage d'informations sur les produits qui vont être exigées tout au long du cycle de vie du produit, donc depuis sa conception, sa fabrication, mais aussi l'utilisation et sa fin de vie. Voilà. Merci Bentika. C'est-à-dire que si aujourd'hui on veut être conforme aux réglementations en vigueur et surtout ne pas avoir les pénalités associées à la non-conformité, on a besoin d'avoir une maîtrise de la donnée de nos produits, c'est-à-dire une donnée qui soit fiable, de qualité, qui soit auditable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir fournir des pièces justificatives des réponses qu'on va apporter à ces réglementations. Donc ça, on peut dire que ça répond aussi au volet réglementaire. Mais on a dit ce matin que la maîtrise de la donnée n'est pas qu'un outil pour être conforme aux réglementations, elle peut aussi être un levier de rentabilité. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre avec Patrick ce matin. Merci. Oui, en effet, on associe souvent la traçabilité comme une contrainte nouvelle liée à ces nouvelles réglementations qui arrivent en vigueur. Or, la réalité, c'est que la traçabilité, elle existe depuis très très longtemps dans les entreprises, et notamment dans toute la supply chain amont, donc pour pouvoir approvisionner les produits. Et la conviction qu'on a, c'est qu'il ne faut pas réinventer cette collecte de la donnée, il faut s'appuyer sur des outils qui existent déjà dans l'entreprise et enrichir cette donnée. Il est évident que pour approvisionner des produits, il faut bien sûr passer une commande à un fournisseur, il faut pouvoir contrôler la qualité, il faut pouvoir le réceptionner, payer la facture, calculer les droits de douane. Donc déjà, rien que dans un process existant comme ça, on a tout un ensemble d'informations qui existent et qu'on peut mobiliser. Et le pire qui puisse arriver, c'est de réinventer des collectes de la donnée qui existent pour partie. C'est tout l'enjeu des plateformes digitales et de la digitalisation de la supply chain amont. Ça va être d'enrichir les processus existants pour pouvoir collecter des nouvelles données. Plus on a une digitalisation de la supply chain qui est puissante, mieux on gère les coûts, mieux on contrôle la qualité, mieux on lisse les achats. Si on prend un exemple, par exemple, c'est le groupe Chantel qu'on équipe, parce qu'ils ont une meilleure maîtrise de leur approvisionnement, ils ont pu lisser les achats tout au long de la saison. Plutôt que de faire des grandes campagnes d'achat, ils étalent leurs approvisionnements. Et donc ça permet d'avoir moins de pics de trésorerie, moins de besoins en fonds de roulement, et donc une entreprise plus performante. Et attaché à ça, ils ont quand même des engagements RSE très forts qui se nourrissent de ces informations. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir cette maîtrise de la donnée pour pouvoir mieux gérer les approvisionnements, mieux gérer la qualité et répondre aux enjeux de la REP, notamment de ne pas surproduire, d'approvisionner juste ce qu'il faut. Et donc, en améliorant la chaîne de valeur et la chaîne d'approvisionnement, on va pouvoir gagner en efficacité, en performance. Tout l'enjeu, ça ne va pas être de refaire de la collecte de données qui coûte beaucoup d'argent, mais c'est d'enrichir la collecte de données qui existe déjà avec des preuves de contrôle qualité, avec des informations complémentaires éventuellement. Et un utilisateur, ce qui est compliqué pour un utilisateur, c'est de ressaisir de la donnée, de remplir des fichiers Excel a posteriori. Or, demander à un utilisateur de saisir une information complémentaire au moment où il est dans son opération, par exemple quand il lance une fabrication, de dire si je peux lancer la fabrication parce que j'ai une matière première qui est conforme, c'est plus simple pour lui de saisir cette information qualité à ce moment-là plutôt que de revenir 3 mois après pour saisir un contrôle qualité. Voilà, donc tout l'enjeu de la maîtrise de la donnée, ça va être d'organiser la collecte tout au long du processus auprès des différents acteurs pour ne pas avoir à ressolliciter les équipes sur de la saisie de données et d'utiliser cette donnée pour pouvoir améliorer la performance des opérations. Voilà. C'est-à-dire que cette maîtrise, elle peut avoir un impact direct sur la rentabilité et la compétitivité des entreprises. Oui, parce qu'il va y avoir des achats plus pertinents, mieux gérés et plus en accord avec les besoins commerciaux réels pour pouvoir adapter bien sûr la qualité, mais aussi les quantités à produire en fonction des besoins commerciaux réels et de la saisonnalité de ces besoins à l'intérieur même d'une collection. Et Gauthier, chez les groupes ERAM, en vue de toutes ces réglementations en vigueur, qu'est-ce que vous avez mis en place pour être conforme, mais aussi anticiper les réglementations à venir ? En fait, donc le groupe ERAM, il faut savoir qu'on a des activités tant textiles que chaussures. Effectivement, il y a un pas d'avance qui est pris sur l'habillement vis-à-vis de la chaussure, mais la chaussure suit régulièrement. Nous, on vend principalement en France.
Donc effectivement, le socle réglementaire se rigidifie. Donc c'est pas forcément un mal, mais c'est vrai que nous, ça nous permet de catalyser pas mal d'effets. Mais c'est vrai que c'est beaucoup souvent de la contrainte. Je veux juste faire un petit pas de côté peut-être sur des chiffres de marché pour comprendre un petit peu l'enjeu dans lequel on se trouve. On est dans une économie de marché qui est quand même un peu chahutée. Nous, on a une activité historique qui est plutôt sur des réseaux physiques, donc on a des trafics qui se diminuent d'année en année. Pour autant, on a des volumes de produits mis en marché qui sont bien plus importants qu'avant, à des prix qui sont souvent bien inférieurs. Donc on se retrouve avec aussi du sens vis-à-vis de la justesse des prix, qui n'est pas forcément bien entendu par le consommateur. Dans ce cas de figure, en fait, on se retrouve face à une réglementation où on doit être plus expert, aussi plus enclin aussi à être, comme on est partie prenante aussi pour être consulté sur ces réglementations, il faut qu'on restructure aussi nos métiers en interne pour avoir plus de techniques, pour travailler plus avec ces organismes-là pour travailler. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas forcément plus de ressources. En tout cas, on est une économie de marché qui ne nous permet pas forcément d'avoir plus de personnes. Mais pour autant, il faut qu'on restructure un petit peu les choses pour être toujours enclin à toujours plus d'expertise vis-à-vis de ça. Ça, c'est un vrai sujet de fond au niveau structurel qui nous a repositionné aussi nos organisations pour répondre à la fois aux enjeux réglementaires, mais aussi aux enjeux fournisseurs, aux enjeux de traçabilité dont tu viens de le parler, puisque l'autre point qui est essentiel pour nous, c'est le côté infrastructure et le côté modification de nos infrastructures. On sait que les données, on les a un peu partout. L'idée, c'est de les regrouper sur un seul et même outil, et ce qui est une grande difficulté pour nous. Et au niveau de la relation avec les fournisseurs, comment vous vous organisez? Est-ce que vous rencontrez des freins en particulier? En fait, au niveau de la relation fournisseur, il y a trois choses qui sont importantes. Pour nous, il y a le côté harmonisation, c'est-à-dire qu'en fait, on a besoin d'harmoniser les banques de données de collecte. Et c'est peut-être l'un des points aussi de vigilance qu'on a vis-à-vis du volet réglementaire, parce qu'on se retrouve avec des réglementations qui, des fois, nous demandent les mêmes données. Et donc, il faut savoir aussi harmoniser vis-à-vis des plateformes de collecte des instances sur ce sujet-là, mais c'est aussi harmoniser avec nos fournisseurs, ne pas lui demander 2, 3, 4 fois la même donnée, puisqu'en fait, il y a un essoufflement. La deuxième chose, c'est le sens, finalement, apporter du sens à la donnée qu'on va collecter pour aussi travailler de manière pertinente avec le fournisseur. Tu disais tout à l'heure, Patrick, qu'en fait, c'était un travail gagnant-gagnant, mais ce n'est pas un travail gagnant-gagnant sur du court terme. C'est vraiment une relation long terme qu'il faut avoir à l'esprit. C'est pas quelque chose sur lequel on va gagner à la prochaine saison. C'est vraiment quelque chose qui doit donner du sens. Et le troisième, c'est la fiabilité de la donnée, bien évidemment. Rationaliser notre parc de fournisseurs avec des partenaires qui prennent le sens de ce que l'on veut leur demander. En fait, ça va vers la fiabilité de la donnée aussi. Et Panchika, tu nous disais plus tôt qu'il y a des réglementations à venir. Donc, si on prend en compte cette idée de l'importance de co-construire une relation de long terme avec les fournisseurs, cette idée a encore plus d'essence en vue de la réglementation à venir en France et en Europe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'en 2023, la seule obligation pour un fournisseur des informations à afficher sur un produit, c'était uniquement la composition par partie. Donc pas forcément de conseils d'entretien, par exemple, ça c'est facultatif. C'est normé, mais c'est facultatif. Pas non plus d'informations sur le pays de fabrication, qui est une information qui est quand même souvent présente. C'est le pays de confection ou le pays dans lequel a été fini le produit, a été assemblé le produit, mais qui est présent souvent pour des produits qui sont vendus à l'étranger, notamment aux États-Unis, ça va être obligatoire, dans d'autres pays également, mais pas en Europe. Jusque-là, en Europe, donc, il y avait juste cette information de composition par partie. Donc, si vous avez un produit monomatériau, un t-shirt 100% coton, ou une veste avec le dessus, la doublure et éventuellement le garnissage, les différentes compositions, qui étaient présentées en pourcentage de matière. Depuis 2023, donc, il y a eu l'article 13 de la loi AGEC, doivent être accessibles aux consommateurs, donc pas forcément sur l'étiquette, ça peut être par une voie électronique ou disponible en ligne par un autre biais,
vont être exigés les pays de fabrication avec plus de détails, donc les pays de confection, mais aussi de tissage, tricotage et d'ennoblissement, donc de teinture et d'impression. Et également pour les chaussures, avec la même logique, le pays de piquage, de finition et montage. Voilà, j'en ai oublié un. De la même manière, et on va avoir des exigences sur la présence de substances dangereuses et aussi des informations sur la composition qui sont cette fois-ci donc pas par partie, mais pour la masse totale du produit. Donc ça veut dire que les entreprises, elles doivent collecter auprès de leurs fournisseurs d'autres informations. Donc la masse totale du produit n'est pas affichée. En revanche, on doit connaître le pourcentage de matières recyclées et aussi le pourcentage de matière synthétique pour dire si le produit relâche des microfibres lors du lavage. Voilà, donc ces informations-là sont aussi complémentaires. Aussi, le metteur en marché doit informer s'il a reçu un bonus ou un malus de l'éco-organisme. Bon, moi, cette information-là, je la vois assez rarement. Alors, ça veut peut-être dire qu'il y a peu d'éco-modulations qui ont été accordées, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, ça devrait être affiché. On a aussi des informations de reporting qui sont exigées. Donc là, c'est plutôt au niveau des entreprises avec la CSRD, comme je le disais, sur l'impact de l'entreprise sur l'environnement et le social et la gouvernance, mais aussi inversement avec cette double matérialité qui est exigée, où il y a l'impact de l'entreprise sur l'environnement, mais aussi l'environnement qui peut avoir des impacts sur l'entreprise. Donc les informations qui sont exigées pour la CSRD sont plutôt au niveau entreprise, voire groupe, et vraiment beaucoup plus macro. Bon, et pour en revenir vraiment aux produits, là, à partir donc, du 1er octobre, sur une base volontaire, on va avoir l'affichage environnemental. Donc, en quoi ça consiste ? Ça consiste en... Il faut donc faire un calcul d'ACV, d'analyse de cycle de vie. Donc il faut connaître toutes les compositions de toutes les matières qui vont entrer dans un produit, mais aussi l'origine de la fabrication de tous ces composants et aussi d'autres informations donc plus on va dire plus macro. Donc ça va être ça c'est dans le cadre de cette loi là française, donc sur Ecobalise vont être exigées aussi des informations complémentaires pour catégoriser le type d'entreprise. Donc s'il s'agit d'une petite ou d'une grande entreprise, si elle a ou non des services de réparation, mais aussi si elle produit un grand nombre de références, ce qui va la différencier donc des catégories fast fashion ou pas fast fashion. On pourrait faire très simple. Si la marque propose un grand nombre de références, elle va avoir ça va avoir un impact sur la note et sur l'indice de durabilité qui va être calculé. Va aussi être demandé le prix de vente, qui a une incidence aussi sur le calcul de cet indice. Et différentes autres informations. Est-ce que le produit a subi un délavage, la proportion de surface imprimée aussi pour calculer l'impact, la proportion de transport aérien. Et il y a aussi une possibilité d'aller plus loin encore dans les données. Donc là, ce dont j'ai parlé, c'est vraiment les données qui sont sur le mode minimal, le mode donc, qui est réglementaire là à partir du 1er octobre. Sur une base de volontariat, encore une fois. Donc plus tard, ce sera obligatoire pour tout le monde. Mais donc ça, c'est les informations vraiment minimales. Et après, on peut aller plus loin avec un mode exploratoire où on va aller plus loin sur, par exemple, le numéro métrique du fil qui va être constitutif des tissages, par exemple, sur les types de teintures. Enfin, on peut aller vraiment dans un plus grand niveau de détail. On va avoir, donc là, je parlais de l'affichage environnemental, mais dans quelques temps, on va aller un peu plus loin. En 2027, normalement, avec le passeport numérique des produits au niveau européen. Donc là, on se concentre sur la phase de production des produits, donc la conception et la fabrication. Mais ensuite, on va aller plus loin vers la phase d'utilisation du produit et la fin de vie du produit, avec
pour but d'améliorer la durée de vie, d'allonger la durée de vie des produits et de pouvoir mieux les utiliser, mieux les réparer, éventuellement avoir des nouveaux modes d'utilisation des produits, plutôt l'usage que l'achat et voilà, de faire vraiment durer les produits dans plusieurs cycles circulaires. Donc avec ce DPP, il va y avoir davantage d'informations, notamment sur l'utilisation des produits. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas du tout des informations qui sont collectées et qui sont utilisées. Donc on peut s'attendre à avoir davantage encore d'informations qui vont être collectées pour ce passeport produit. Et parmi toutes ces informations qui vont être demandées, il y a une partie qui est exclusivement détenue par les fournisseurs. Et donc, c'est d'autant qui sont déjà sursollicités, comme l'exprimait Gauthier. Et comment est-ce qu'on peut construire une relation gagnant-gagnant pour que finalement ces données soient fournies par les fournisseurs et qu'on puisse avoir ces informations de qualité? Ben, effectivement, et quand j'entends tout ce qui va arriver et tout ce qu'il y a déjà, on se rend compte que d'imaginer des solutions de déclaration des informations devient complètement illusoire parce qu'on ne va pas être en capacité de pouvoir déclarer toutes ces informations tant le nombre de données est important à faire. Et quand on parle de traçabilité, on parle aussi beaucoup de transparence, c'est-à-dire d'avoir la capacité à démontrer que la donnée est fiable et réelle. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait des données qui soient auditables, qui soient contrôlables. Et là, on se rend compte qu'on ne peut pas demander aux fournisseurs toute une liste d'informations qui ne font pas de sens pour lui, c'est-à-dire qui sont a posteriori et autres. Et donc, il va falloir qu'on travaille. Et la digitalisation de la supply chain amont n'est plus une option. Il va falloir qu'on associe les fournisseurs au processus de collecte de la donnée et qu'on puisse interagir avec lui pour, au fur et à mesure que le process, que la chaîne de valeur, que ce soit de la production de tissus, que ce soit de la confection, qu'au fur et à mesure, chacun des acteurs puisse contribuer à alimenter la donnée. Il ne va pas y avoir une solution de collecte, et tu l'as dit tout à l'heure, il va y avoir, y compris dans l'entreprise, mais aussi dans l'écosystème, il va falloir avoir des outils de consolidation de cette information. Et donc, on ne peut pas le faire si on n'associe pas, si on n'implique pas le fournisseur dans cette organisation-là. Et pour ce faire, il va falloir lui donner des outils pour pouvoir, au moment où je lui passe la commande, au moment où il va lancer sa production, etc., il me donne toutes ces informations. Et donc, le modèle de données sur lequel on a travaillé dans la thèse qu'on a faite ensemble, Panchika, c'est de pouvoir bien comprendre ce modèle de données, de pouvoir répartir sur les fournisseurs les différentes données en identifiant quel fournisseur a tel type d'information, si c'est un fournisseur de rang 3, de rang 2, de rang 1, si c'est le transitaire pour avoir la proportion d'avions, enfin de transport en avion, etc. Donc il va falloir bien répartir le modèle de données nécessaire à toutes ces réglementations et le répartir tout au long de la process. Et il est évident que si on concentre cette information, alors cette information elle va avoir plusieurs destinations. Cette collecte d'informations va me permettre de calculer les droits de douane, va me permettre d'anticiper mes arrivées en entrepôt, va me permettre d'alimenter le passeport produit, va me permettre de restituer l'information au consommateur. Et à partir du moment où je suis dans une digitalisation de la supply chain, j'ai bien sûr la collecte de la donnée, mais j'ai l'historisation de cette donnée. Et là, on va pouvoir démontrer l'origine de la donnée et donc sa fiabilité, un peu comme une piste d'audit fiable en comptabilité, où je suis capable de dire que la production a été lancée parce que j'ai reçu la matière première. Donc j'ai bien reçu cette matière première qui venait de tel endroit, elle a bien été transportée de telle manière. J'ai pu lancer ma fabrication parce qu'il y a eu un contrôle qualité, donc ça veut dire que ça a été fait. Et donc je vais pouvoir démontrer la fiabilité de ma donnée parce que cette donnée est dans un contexte opérationnel. La matière première, elle a été livrée chez le fournisseur, il a pu lancer sa production, il y a eu un contrôle qualité, ça a été réceptionné, donc il y a bien un enchaînement chronologique qui fait que la donnée est fiable. Et c'est là où on se rend compte que ça, c'est une fiabilité qui est peu coûteuse, parce que c'est juste l'enchaînement, et ça vaut tout. On a beaucoup parlé des blockchains, on a beaucoup parlé qui sont des surcoûts pour sécuriser et fiabiliser la donnée,
Et aujourd'hui, on pense que la donnée la moins chère, ça sera une donnée qui sera dans un contexte la moins chère à démontrer et à prouver. Ça sera une donnée qu'on est capable de remettre dans le contexte opérationnel pour pouvoir démontrer qu'il y a bien un enchaînement et qu'il y a bien une réalité concrète à cette donnée et qu'elle vient bien de quelque part. Et il va falloir que les entreprises, notamment parce que la contrainte économique est telle, il va falloir que cette donnée qui est colossale à maîtriser, elle soit la moins chère possible. Donc plus la donnée elle a une utilisation opérationnelle, plus elle fait partie de la chaîne de valeur, de la proposition de valeur de l'entreprise. Et cette donnée, il va falloir la centraliser pour pouvoir l'utiliser à différentes fins et l'historiser pour qu'elle puisse être auditable, parce que ça c'est la clé de la transparence, et puis pour qu'elle puisse servir à différentes destinations et à toutes les réglementations dont on va. Donc la réflexion sur le modèle de données est extrêmement importante. La répartition de la collecte de la donnée tout au long de la chaîne de valeur est capitale, et l'historisation de cette donnée lui permettra d'avoir un faisceau de preuves de fiabilité à moindre coût. Et Gauthier, du point de vue du groupe ERAM, comment vous anticipez tous ces lois à venir? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour commencer à vous préparer et favoriser cette collaboration avec les fournisseurs aussi, être en mesure de collecter cette donnée de qualité? En fait, tu l'as dit tout à l'heure, en fait, la clé, c'est l'efficience, c'est clair. Pour rien vous cacher, en 2018, quand on a fait la première analyse de cycle de vie, dans l'outil tu parlais tout à l'heure, en fait, effectivement, on n'a pas du tout été efficient, mais on progresse. L'importance pour nous, aujourd'hui, c'est la connaissance de la chaîne de transformation, et comme tu le disais, la maîtrise aussi de cette chaîne de transformation, des rangs inférieurs. Ça, c'est clair. Alors nous, on a une chance, c'est qu'en fait, on a deux chances. La première, c'est que dans nos entités, on a un pôle industriel qui nous permet aussi d'avoir cette valeur produit et de cette connaissance du produit. Et puis, on a aussi des bureaux aussi chez nos fabricants, notamment en Asie, qui nous permet aussi d'avoir un lien de proximité avec eux, donc aussi de rationaliser aussi toute cette donnée, cette fiabilité de la donnée. Ça, c'est important pour nous. Je reviens juste sur un point, parce qu'en fait, on a parlé du fournisseur, mais au travers du réglementaire, de l'affichage environnemental en particulier, nous, ça n'a de sens qu'aussi à partir du moment où toutes ces actions-là, on arrive à les mettre aussi en valeur auprès du client. Et c'est un peu, tu parlais tout à l'heure d'éco-modulation. Nous, aujourd'hui, dans nos critères d'éco-conception, je vais parler chaussures, on intègre les éco-modulations dans les règles d'éco-conception produit. Alors, je ne dis pas que c'est une raison nécessaire et suffisante, parce qu'il y a d'autres critères qui vont s'associer à cela pour nos définitions internes. Mais en tout cas, notre objectif, il est bien là, déjà, de pouvoir intégrer dans nos processus de définition interne le réglementaire comme une des couches, en fait, de ces définitions-là. Ensuite, notre objectif, c'est de pouvoir piloter, depuis cette éco-conception-là, par un indicateur, le nombre de produits durables que l'on va mettre en marché, le nombre de produits éco-conçus qu'on va mettre en marché, et ainsi de suite. Et là, de refaire le lien avec le volet réglementaire. Je crois qu'on arrive à la fin, les temps passent très vite. Et, si on devait conclure cette table ronde sur une idée forte que vous voulez partager avec ceux qui sont avec nous ce matin, Panchika, ce serait? Alors moi, ce serait face à toutes les informations qui sont exigées, d'avoir une certaine harmonisation, simplification. Bon, on est d'accord au moins. Non, vraiment, moi j'aimerais travailler sur un modèle de données. Donc comme Patrick le disait, c'était un peu donc le sujet de ma thèse, du modèle de données, mais d'arriver à avoir des informations qui sont efficaces et qui sont justes, mais qui peuvent être un petit peu simplifiées. C'est-à-dire par exemple que les catégories de produits soient les mêmes dans Ecobalise et pour la REP, enfin qu'il y ait des croisements entre les informations qui sont demandées par chacune des lois, les compositions qui peuvent être aussi les mêmes demandées sur une étiquette, pour la loi AGEC et aussi pour le calcul d'ACV, que ce soit à chaque fois les mêmes infos et pas des infos juste un petit peu différentes mais qui disent un peu la même chose, quoi. Merci Panchika. Gauthier? Bon, j'avais le même, mais je vais en trouver un autre. Pour moi, la cohérence, c'est aussi un support, le volet réglementaire. Il a quand même cet avantage d'apporter de la cohérence vis-à-vis de l'ensemble de la filière. Donc ça, c'est un point important, ce qui nous permet d'avancer aussi. Quand on va voir nos fournisseurs et qu'on sait qu'on a des concurrents qui ont aussi avancé sur ces sujets-là, ça fait avancer le fournisseur. Donc on sait que bon an, mal an, en fait, ça fait toujours avancer dans le bon sens.
Et pour moi, je dirais que la clé, c'est la digitalisation par la maîtrise de la donnée, et que la transparence va être le corollaire de cette traçabilité opérationnelle, de cette maîtrise de la donnée, et qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas le choix que de structurer ces processus-là pour gagner en efficacité, en performance, et simplifier et rendre quasiment le moins coûteux possible toute cette mise en conformité avec les réglementations. Donc il faut penser avant, s'organiser dans tout ce processus-là pour être conforme à la réglementation, et pas juste, c'est pas une fin en soi que d'être conforme à la réglementation. Le législateur a mis tout ça en place pour que les entreprises changent leur modèle, créent un écosystème avec leurs fournisseurs, les impliquent pour pouvoir avoir cette traçabilité et ce virage vers une mode plus durable. Merci. Pour ma part, il me reste bien sûr remercier nos intervenants ce matin et aussi vous convier à un autre événement de la Charbali qui aura lieu le 15 et 16 octobre à Bidart, à l'école d'ingénieurs Estia. C'est la Biarritz Good Fashion et cette année, les thèmes qui nous animent, c'est quelle est la feuille de route qui reste à construire pour une mode circulaire d'ici 2030. Et donc, on reviendra évidemment sur les questions des traçabilités, mais aussi de réparation, de remploi, comment on peut structurer une filière de recyclage. Donc, les 15, on vous attend avec 3 ateliers participatifs autour de la traçabilité, de l'éco-conception et du recyclage. Ensuite, le lendemain, on aura plutôt notre format conférence, table ronde, pitch des innovations. Et vous pouvez aussi suivre nos travaux de la Charbali sur notre site internet. On travaille actuellement sur un questionnaire qu'on va proposer aux fournisseurs, justement pour comprendre quels sont les principaux freins qu'ils rencontrent lors de la saisie des données, pour ensuite aboutir à un boucle de sensibilisation pour améliorer cette relation entre les metteurs en marché et les fournisseurs et surtout éviter les erreurs de saisie qui pénalisent une maîtrise totale et fiable des données qu'on peut récolter. Merci beaucoup et à bientôt.